Olivier, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Jules, je te laisse présenter un petit peu la série à Olivier. Eh ben, écoute, ça fait deux trois épisodes, on fait une série qui s'appelle Dans les yeux d'eux. On va Mhm. voir des athlètes professionnels, on va voir des athlètes qui sont en train de monter dans le monde du sport. Et puis aujourd'hui, ben, on est avec toi pour parler de ta carrière de footballeur professionnel et puis justement ta reconversion en tant qu'entraîneur des gardiens au Stade Rennais. Ok. Donc, je pense que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, la personne la plus apte de se présenter, c'est toi-même. Donc, on te laisse te présenter le plus simplement possible. Olivier Sorin, bientôt 44 ans, entraîneur des gardiens au Stade Rennais, originaire d'Orléans, formé à Nancy, 7 ans et demi, 8 ans à Auxerre. J'ai fini ma carrière à Rennes, où j'ai entamé ma reconversion, et ça va faire 11 ans que je suis au club maintenant. Ok. Et donc, justement, tu as parlé de Nancy et de ta formation là-bas. Mhm. Tu as commencé donc à l'âge de 20 ans à peu près, là-bas? Chez les pros, oui. Moi, je suis arrivé à l'âge de 15 ans, 96. J'ai fait toute ma formation là-bas, moins de 15, moins de 17 ans. L'équipe B. Puis après, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe première. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma carrière professionnelle. Et donc justement, moi, c'est sur ça que je voulais m'attarder premièrement. Tu as eu le parcours qu'on peut désigner comme classique, c'est-à-dire rejoindre le centre de formation, Mm. faire des premières avec l'équipe B, puis faire ton premier match en professionnel avec Nancy. Est-ce que ça t'a vraiment marqué ton passage en pro et est-ce que tu as réussi à voir tout au long de ta carrière ensuite une évolution et est-ce que tu peux maintenant encore en parler de cette évolution? Comme dans toutes les carrières, il y a plusieurs étapes. Donc, moi, j'ai eu une formation classique parce que j'étais pas un surdoué. Comme maintenant, on peut avoir des jeunes, les meilleurs, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui intègrent déjà les groupes professionnels, qui ont déjà des contrats professionnels. À l'époque, ça se faisait moins. Donc, j'ai eu contrat aspirant, contrat stagiaire, 1 an d'abord, 2 ans après. Après, j'ai eu mon premier contrat professionnel 3 ans, mais ça a été étape par étape. Par contre, j'avais une qualité, c'est que j'étais travailleur. Donc, c'est ce qui m'a permis de gravir ces échelons petit à petit. Après, comme souvent dans les carrières, c'est les concours de circonstances qui font qu'on débute. Moi, ça a été assez particulier parce que j'étais gardien numéro 3, mais le gardien numéro 1 est décédé dans un accident de voiture. Et un mois, 5 semaines après, le gardien numéro 2 s'est blessé en match. Donc Ok. moi, je suis rentré à Guignon, il me semble. Je suis rentré Ouais, c'est et ça. voilà. Et à l'époque, Nancy, on était en deuxième division. On ne pouvait pas descendre. En tout cas, il n'y avait pas de risque de descente en national et on ne pouvait pas monter. En gros, on m'a dit, tu as 9 matchs. Mais par contre, sur les 9 matchs-là, je jouais mon premier contrat professionnel parce que j'étais que stagiaire. À Nancy, j'ai été titulaire. Après, j'ai été remplaçant avec Gennaro Brasigliano. Mais au bout de 3 ans remplaçant, bah, l'envie a été d'être un vrai numéro un, on va dire. Et la blessure de Gennaro pendant 3 4 mois m'a permis d'être un peu plus dans la lumière. Et c'est là où Auxerre, avec le coach Jean Fernandez, m'a vu et m'a recruté. Et après, à Auxerre, j'ai pu donner un élan à ma carrière, parce que ça a été, on va dire, le plus gros de ma carrière professionnelle. Et après, j'ai fini à Rennes, où ça a été un peu plus compliqué, parce qu'il y avait des gardiens beaucoup plus talentueux que moi. J'arrivais à un certain âge. Par contre, j'ai eu cette chance où le club m'a proposé la reconversion. Donc, ça a été des étapes. Mais quand vous n'êtes pas talentueux, c'est le travail qui fait le choix entre ceux qui vont passer et Ouais. ceux qui vont pas passer. Et moi, j'étais travailleur. Donc tu nous as dit justement que ton passage au CER a donné vraiment un élan à ta carrière. Mm. On a pu voir justement avec cette épopée européenne. Est-ce que tu peux un peu nous en parler pour les gens qui nous regardent, vraiment comment ça se passe? Et est-ce que vraiment tu ressentais une pression en tant qu'outsider avec Auxerre? Bah, en fait, ça a été la seule fois où j'ai joué la Ligue des Champions. Mais j'avais déjà fait des matchs européens avec Nancy, parce qu'avec Nancy, en 2006, on gagne la Coupe de la Ligue. Donc ça nous donnait le droit de faire à l'époque, c'était la Coupe de l'UEFA, ce qui Ouais. aujourd'hui est l'Europa League. Donc on a pu faire 5 matchs de Coupe d'Europe. Sur les 5, j'ai eu la chance d'en jouer 3. On a la pression avec la Ligue des Champions à Auxerre. Je dis pas qu'on a toujours la pression du résultat, mais je pense que quand vous êtes des équipes comme Lyon, Paris, Marseille, il y a une pression de résultat parce que les gens attendent de vous que vous passiez au prochain tour. Nous, on était Auxerre, donc Ouais.
déjà, vous battez le Zénith Saint-Pétersbourg. Pour nous, c'est un exploit. Donc là, déjà, on se dit, bon, on va jouer 6 matchs de poule. Et quand le tirage vous donne Milan AC, Real de Madrid et l'Ajax d'Amsterdam, vous dites, bon, déjà, passer, ça risque Ouais. d'être très, très compliqué. On avait surtout la, c'est pas la pression. On voulait pas être ridicule. On voulait donner une bonne image de notre équipe, de Ouais. notre club, parce qu'on avait des valeurs humaines, on avait des valeurs familiales. En France, tout le monde le savait, mais là, c'était de le montrer à un peu plus de personnes. Autant se donner à fond que d'avoir des regrets à la fin de la campagne européenne, justement. Ouais, après, vu les valeurs qu'on avait dans l'équipe, Ouais. on savait qu'on n'allait pas avoir de regrets parce qu'on jouait avec beaucoup de cœur. On avait beaucoup de qualité, il y avait des joueurs de talent, mais on avait une équipe, collectivement, on était une bande de potes qui faisait que sur le terrain, on savait qu'on allait toujours donner 100%. Donc, on savait qu'on n'allait pas avoir de regrets. Mais l'année d'avant, on finit quand même troisième de Ligue 1. Et sur 38 journées, on n'a rien à voler à personne, on est allé la chercher. Et donc, on savait qu'on pouvait être capable. Je dis pas d'accrocher, mais d'embêter ces équipes-là. Et finalement, quand on a reçu l'Ajax d'Amsterdam, on a gagné 2-1. Donc ça a montré aux gens que sur un match, on était capable. Et nous, on s'est dit oui, en équipe, on est capable de faire des choses énormes. Et donc, justement, tu as parlé de ces équipes-là, Real Madrid, AC Milan et l'Ajax, ces 3 équipes mythiques de la scène européenne. Qui est le joueur qui t'a le plus marqué comme adversaire? Il y a eu Zlatan, qui était au Milan AC, parce qu'il y avait, je pense que c'était aussi le personnage. Là, quelqu'un de grand, costaud. On se souvient encore, parce qu'on en parlait, on se serre la main par les équipes, il ne regarde pas dans les yeux, très fermé. Tu dis bon, puis après dans le jeu, tu t'aperçois, mais il n'y a pas vraiment eu, c'était plus, on va dire, le personnage là. Après, des attaquants, j'ai eu la chance de jouer quand même contre beaucoup d'attaquants de très très haut niveau, mais il n'y en a pas forcément un, et me dire, ah ouais, quand même, quand Ouais. vous jouez Milan, l'Ajax, il y avait Luis Suarez. Ouais. Au Milan, il y avait Zlatan, il y avait Ronaldinho, il y avait Robinho, il y avait Inzaghi. Après, vous jouez Real de Madrid, il y avait Ronaldo. Di Maria, Ronaldo, Benzema, Ozil. Et je pense que j'en oublie. Donc déjà, sur la Ouais. scène européenne, vous dites, bon, je pense qu'on a vu sur cette période-là ce qui se faisait pratiquement de mieux. Et donc, justement, tu as parlé du fait qu'à Auxerre, vous aviez une véritable bande de potes. Mm. Est-ce que tout au long de ta carrière, tu as réussi à garder le foot comme une notion de plaisir plus qu'un travail? Quand tout à l'heure on parlait d'élan dans la carrière, moi il y a eu un avant, après 2008. En gros 2008, je me pète le ligament d'un coude, donc février, on me dit fin de saison. Ok, moi j'étais pas la tête forcément, on se pose pas mal de questions. Et mon agent, ça faisait 2-3 ans déjà, qui me disait, écoute, ok, tu as tes qualités, tes défauts, mais mentalement, il y a un frein. Lui me disait, je connais une préparatrice mentale, je suis sûr qu'elle te ferait du bien, je suis sûr qu'elle pourrait t'aider à continuer de progresser. Et moi, c'était toujours un peu bête, en disant, non, j'ai pas besoin de ça. Et en fait, là, à ce moment-là, je pense que j'étais vraiment pas bien. Et je lui ai dit, écoute, de toute façon, T'as rien à perdre. je peux pas être plus bas. Ouais. Et elle s'appelait Cécile Traverse. Et j'ai commencé. Puis finalement, j'ai vu qu'elle pouvait m'apporter quelque chose. Et j'ai toujours dit que cette femme-là, elle a changé le cours de ma carrière. Ok. Il y a eu un avant, un après. Donc, tu vois, c'est des passages, c'est des élans. Donc, en gros, pour comprendre, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Et j'étais arrivé à un moment quand je suis arrivé à Auxerre en décembre 2006. Là, c'était février 2008. J'étais titulaire, j'ai été remplaçant, pas forcément bon feeling. Et, et elle m'a fait comprendre que mon caractère, ma personne, faisait que se poser des questions, c'est bien, mais est-ce que tu te poses les bonnes? Et pour avancer, il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Moi, j'étais un peu le gardien. Chaque fois que je prenais un but, j'ai l'impression que je pouvais l'arrêter. Ok. En fait, elle m'a fait comprendre que parfois, l'attaquant, son métier, c'est de marquer des buts. Ouais. Donc, il est normal que parfois, ce soit lui qui joue bien le coup. Ouais. Et ça, fallait l'accepter. Un peu comme un gardien de hand. Donc, c'était ça. Et la deuxième, c'est que j'avais mis le foot au-dessus de ma famille. C'est-à-dire que quand on perdait, quand il y avait un mauvais entraînement, quand j'étais pas bon,
la maison, je pouvais être chiant, pour être Ok. gentil. Ouais. Et qu'en gros, elle m'a fait comprendre que moi, j'étais très famille, marié, 2 filles, que elle, en gros, si j'étais mauvais, si je prenais des buts, euh, elles y étaient pour rien. Et ben, elle a recentré le foot et la famille à leur bonne place. Et Après, c'était mieux. ouais, je me suis senti bien. Et en fait, tout ça a fait que j'ai pu m'épanouir. Et en étant épanoui, forcément, vous progressez et vous faites des performances de meilleur calibre. Et cette importance que tu donnes justement à l'aspect mental dans le football, est-ce que maintenant dans ton métier d'entraîneur, tu la transmets à tes gardiens? Euh, je ne sais pas si on peut parler de transmission, mais j'ai appris à utiliser des outils pour me sentir mieux. Et forcément, quand vous avez un peu plus de recul, vous pouvez utiliser ces outils ou juste le regard ou votre feeling fait que parfois vous pouvez sentir quelque chose qui va ou quelque chose qui va pas. Parce que la préparation mentale, c'est pas que quand ça va pas. Faut Ouais. trouver le juste milieu. Il y a des petites choses qui parfois peuvent me mettre en alerte ou l'alerte, c'est aussi quand ça va bien, ça va très bien, en disant attention, il ne faut pas non plus qu'on se brûle les ailes, il faut Ouais. aller. Mais j'ai aussi appris ça, des mots à pas utiliser, des mots à utiliser, et souvent quand. Ouais. Il y a des moments où on peut y aller, des moments où pas y aller, puis tout s'apprend. Après, c'est aussi quand vous côtoyez les gardiens, on est en charge des gardiens, mais de les côtoyer quelques temps pour qu'eux apprennent à mieux me connaître et moi qui apprenne à mieux Parce les qu'il y a connaître. différents profils de tempérament, de Ouais, mais comportement. ça c'est normal, mais il faut du temps pour apprendre à se connaître. Donc ça fait aussi partie de ça, mais j'ai été formé dans les buts d'une certaine façon avec certains éducateurs. Il y a des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont pas plu. Mais ils ont fait de moi le gardien que j'ai été, mais ils ont aussi fait partie de qui je suis en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Donc que ce soit la préparation mentale ou les divers entraîneurs des gardiens, même les divers entraîneurs principaux que j'ai eus, en fait, on fait en sorte que qui je suis aujourd'hui en tant Ouais. qu'entraîneur des gardiens. J'ai eu des entraîneurs des gardiens qui m'ont dit, mais Olive, passe tes diplômes, euh, toi, tu es fait pour entraîner. Disons, quand il y en a un qui te le dit, tu dis, bon, c'est une perception. Ouais. Mais quand il y en a deux, trois, quatre, tu dis, tu y réfléchis. Puis en fait, que ce soit à Nancy, à Auxerre, quand il y avait les stages de vacances, quand ils proposaient à la Toussaint, à Pâques ou à juillet, août des stages, mais parfois j'allais pour faire des petits spécifiques avec les éducateurs et avec les jeunes gardiens. Puis j'ai kiffé. Et donc après, très vite, je me suis dit, je sais pas jusqu'où ma carrière va m'emmener, mais à la fin de ma carrière, bah, entraîneur des gardiens, c'est quelque chose qui me plairait. Parce Ouais, pourquoi qu'on je savais arrêter les ballons, mais maintenant, il faut le faire savoir aux plus jeunes. pas. Ouais. Et c'est quelque chose qui me plaît, vraiment. Et du coup, tu as parlé justement de cet aspect jeune et de cet aspect formation primaire. Mmh. J'ai vu sur tes réseaux il n'y a pas longtemps avec l'entraînement avec les gardiens et gardiennes du centre de formation et même Mmh. plus bas si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait. Moi, j'ai connu ça la première année où j'étais entraîneur à des gardiens à la formation. Donc, c'est l'année 2016-2017. Et à l'époque, c'est l'entraîneur des gardiens, Christophe Revel, Ok. qui avait mis ça en place avec l'entraîneur des gardiens de la formation, Jérôme Yomé. Et on avait fait un entraînement un après-midi avec tous les gardiens, donc des U10 jusqu'au grand. C'était génial. Puis les retours qu'on a eu des gardiens. Donc on essaye de faire ça une fois par an. Donc en gros, la volonté, c'est on s'entraîne pas sur les mêmes lieux d'entraînement, on n'a pas les mêmes horaires d'entraînement, mais quand vous allez voir les matchs au Roison Park ou quand vous croisez, il y a un côté un peu gardien-gardienne. Ouais, un lien, c'est un peu cet Un esprit petit famille, souvenir. voilà, confrérie. Et on garde ça. Et moi, je trouve ça génial. Donc, il y a des petits relais compétition, échauffement, petits relais compétition. Après, on a un gros travail technique de 30-45 minutes.
Puis après, on retourne sur de la compétition. Donc là, on avait sorti les paniers de basket en 3 contre 3, un peu un tennis-ballon à la main et un but à but. Le truc que les gardiens aiment faire. Donc tout le monde s'est régalé, que ce soit les coachs que les gardiens gardiennes. Donc c'était cool. Moi, je vais repartir sur une question purement football. Mmh. Au cours de ta carrière, tu as connu différentes tactiques, différents jeux. Mmh. Et je posais la même question qu'on avait posée justement à Franck Lostis, qu'on avait interviewé. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution du poste de gardien de but au fil des années et au fil des saisons? Déjà, c'est le poste. Il y a 11 postes sur le terrain. C'est le poste qui a le plus évolué. De manière différente. Déjà, les règles du jeu ont évolué. Donc, le poste, forcément, a évolué. Et après, il y a eu des gardiens. Donc, il y a eu Fabien Barthez qui posait le ballon, qui sortait de sa surface pour gagner de la longueur sur son jeu long. Il y a des mecs comme Manuel Neuer qui gérait la profondeur de plus en plus haut. Donc, il y a des exemples. Il y a des exemples comme ça. Il y a eu Bernard Lama aussi, parce que c'était mon idole dans tout ce qui est domaine aérien. Donc, il y a des gardiens comme ça qui ont fait que ça a permis aux générations d'après d'avoir de bons exemples et qui ont fait évoluer le club. Puis après, le club de foot, pardon, et le poste. Mais moi, je me souviens avant que quand j'ai débuté à 11, mon défenseur me donnait le ballon, j'ai le droit de la prendre à la main. Ok. Donc déjà, tout ce qui était jeu au pied des gardiens et pressing adverse, bon, c'était pas ça. Après, on nous a dit, bah non, quand c'est un coéquipier qui donne le ballon volontairement, là, t'as plus le droit au... Donc là, le gardien, fallait qu'il devienne aussi adroit avec ses pieds qu'avec ses mains. Faut s'adapter. Après, il y a... on dit souvent, ouais, les règles rendent le poste de plus en plus difficile. Certaines, oui, comme le penalty. Ouais. Maintenant, en gros, on peut plus parler, on peut plus charrier, donc Ouais. ça. Par contre, sur les passes en retrait, depuis prendre le ballon à la main, ça a rendu le poste encore plus complet. Et en fait, aujourd'hui, le gardien de but, c'est peut-être le poste le plus complet sur le terrain. C'est le seul qui peut utiliser toutes les parties de son corps, sans que l'arbitre ne dise rien. Donc C'est génial. c'est génial. Ça fait toute la beauté de ce poste-là. Et puis justement, on avait parlé aussi avec Franck Lostis, donc gardien de Saint-Brieuc, qui avait joué contre Paris. Tout cet aspect jeu au pied. Est-ce que toi aussi, quand tu es entraîneur des gardiens, est-ce que tu accordes un aspect important au jeu au pied, ou est-ce que tu laisses entre guillemets, ce travail-là aux entraîneurs des joueurs sur le terrain? Il y a deux phases. Pour moi, à l'entraînement, on le travaille d'abord de manière technique, la qualité de la première touche, doser les ballons. Après, on peut aussi en spécifique travailler tout ce qui est cognitif, donner un ballon sur le bon pied du partenaire, quand les bons tempos, ça peut se travailler. Par contre, après, travailler sous pression, on peut le faire un peu en spécifique, mais ça vaut pas le travail avec le collectif. Donc nous, il y a tout un travail en amont qui est fait en spécifique. Par contre, après, la vérité, c'est quand le gardien passe avec le collectif, où là, sous l'impulsion du coach, là, on travaille les sorties de balles, le jeu sous pression. Moi, j'allais parler de la rivalité entre les gardiens, parce que comme tu l'as dit, toi, dans ta carrière, tu as eu les différents postes, troisième gardien, deuxième, premier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu réussissais à la gérer quand tu étais joueur, et du coup, comment ça impacte maintenant ta manière de gérer avec tes gardiens? Déjà, quand moi j'étais joueur, j'arrive en 96 pour l'anecdote, j'arrive en 96 au centre de formation à Nancy. Et j'arrive la même année que Gennaro Brasiliano. Okay. Lui avait un an de plus, donc lui, il est catégorie moins de 17, moi la catégorie moins de 15. Sauf que 4 ans après, on se retrouve dans le groupe pro. Et j'ai joué 6 mois. Et après, il était numéro 2. Et au bout de 6 mois, le coach a changé. Et nous, en fait, on s'est promis que, en gros, les changements de statut, les choix du coach ne devaient pas affecter vos relations. Affecter nos relations. Et nous, on s'est dit, nous, on va travailler pour l'équipe. Le coach, il est là pour faire des choix. Si le coach il m'a enlevé, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas répondu à ses demandes, ou que Jenna répondait mieux à ses demandes. Et ok. Mais en dehors, on était potes, on est restés potes, on est toujours en contact. Okay. Lui, entraîneur des gardiens à Nancy. Donc, on se connaît depuis 96. On a fait 3 ans et demi, 4 ans ensemble. On a été champion de Ligue 2
C'était lui le gardien titulaire. Il avait été élu meilleur gardien de Ligue 2. L'année d'après, il est élu dans les meilleurs gardiens de Ligue 1 et on gagne la Coupe de la Ligue et c'est moi le titulaire Ok. en Coupe de la Ligue. Mais moi, j'étais très content pour lui. Lui était très content pour moi. J'ai gardé, en gros, cet état d'esprit tout au long de ma carrière. Et à Rennes, il n'y avait pas concurrence. Numéro 1, c'était Benoît Costil. Pas photo. Mais c'est un pote quand même. Mais faut essayer de ne pas mélanger les deux. Et souvent, quand ça se passe mal, soit parce que ça a été mal expliqué aux deux, trois protagonistes, ou il y avait quelque chose avant. Mais si les mecs sont potes, il y en a qu'un qui fait les choix, c'est le coach. J'essaye de faire attention à tout ça aujourd'hui. Et donc, ouais, tu as justement essayé de mettre ces philosophies-là avec justement tes gardiens dans le Mm. groupe pro. Mais ça reste quand même. Est-ce que tu laisses quand même le choix aux gardiens ou t'imposes vraiment cette philosophie-là dans le groupe pro? Non, tu sais, il y a rien d'imposé. Après, nous, la chance qu'on a, et la chance, c'est à Rennes, il y a des gardiens avec d'excellentes mentalités. Il y a eu une saison où ça a été un peu plus compliqué, mais après, il y a des histoires d'hommes aussi. Ça, faut pas le nier. À partir du moment où sur le terrain, les mecs sont à 100% pour l'équipe, et c'est ça le plus important. Et après, c'est comment chacun réagit différemment à la concurrence. Mais à partir du moment où, quand on est sur le terrain, on se donne à 100% pour l'équipe, là, déjà, on a rempli une grande partie du contrat. Et justement, est-ce que en tant que gardien, enfin en tant qu'entraîneur des gardiens, tu fais une analyse des autres gardiens enfin une analyse vidéo des autres gardiens pour tes attaquants ou pas? Ou est-ce que Oui. tu te focalises purement sur tes gardiens toi? Non, bah, là, c'est une demande du coach qui demande des informations. Après, il est normal que quand on joue contre une équipe, il est normal qu'on se renseigne sur les forces et les faiblesses, donc individuelles, mais aussi collectives. Et moi, j'avais une question aussi qui est pour casser le mythe des fois. Est-ce que tu prépares les séances de penalty ou tu laisses vraiment le gardien se préparer tout seul ou alors tu lui donnes des indications sur les tireurs, les tirs? Ça dépend des gardiens. Ça dépend des gardiens, mais par exemple, là, aujourd'hui, c'est Hervé Secli, l'autre entraîneur des gardiens, qui s'en occupe pour les gardiens, pour Brice et les autres. Et j'ai eu Thomas Koubek, gardien, qui lui voulait beaucoup d'informations. Et j'ai eu d'autres gardiens qui voulaient moins d'informations et qui étaient un peu plus sur le ressenti. Ouais. Le principal, c'est d'avoir toutes les informations, mais par contre, c'est de répondre aux demandes du gardien. Il y a des gardiens qui veulent tout savoir, les 5-6 derniers pénaltys, où ils ont Ouais. tiré, comment ils ont tiré. Il y a des gardiens qui disent non, donne-moi juste la course d'élan. Après, laisse-moi faire. Ou il y en a qui disent non, les 2-3 derniers, c'est quoi ça? Ok. Il a hop. Et après, les gardiens, il y a le ressenti, mais ça dépend aussi Ouais. du gardien. Mais à Rennes, on a cette philosophie-là. Et donc tu as parlé de l'arrivée de Hervé Secli au Mm. mercato cet hiver. Est-ce que c'est facile de gérer une arrivée dans le staff comme ça? Bon, on sait qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Est-ce que c'est facile pour le staff de gérer le changement d'entraîneur qui peut venir potentiellement avec un nouveau staff, nouveau prépa physique, etc. Est-ce que tu y arrives déjà et comment tu le gères, ces Ben, changements? la collaboration se passe très bien. Oui, la collaboration se passe très bien. Lui, c'est l'entraîneur des gardiens principal. Ok, non, mais sur le terrain, en dehors, ça se passe très bien. Il me semble que les gardiens sont plutôt contents, donc tant mieux. Après, c'est toujours la volonté de la direction. Et nous, en tant que salariés, membres du staff, on doit s'adapter à toutes les décisions. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis au club, donc c'est qu'on apprécie sûrement la qualité de mon travail. Ouais. Donc ça, c'est plutôt valorisant. Mais après, nous, on est salariés du club et nous, on travaille pour gagner le week-end. Donc, tous les membres du staff, c'est comme ça. Après, l'adaptation, je dis pas on est habitué, parce qu'il faut pas que ce soit des habitudes, puisque quand il y a des gens qui s'en vont du club, bah, c'est toujours un déchirement, parce on a passé de bons moments, on s'apprécie, et c'est toujours délicat. On sait aussi qu'à un moment donné, ça sera notre tour, parce que
c'est le foot qui veut ça, c'est la société qui veut ça. Après, qu'un club comme Rennes aujourd'hui ait 2 entraîneurs des gardiens dans le groupe professionnel, il y a un côté logique. Ça se fait de plus en plus. Les grands clubs européens font ça déjà depuis des années. Même dans d'autres des clubs moins structurés que Rennes, ça se faisait déjà depuis plusieurs années. Pour moi, il y a plein de points positifs, il y a plein de bienfaits pour avoir 2 entraîneurs des gardiens dans un groupe professionnel, aujourd'hui dans un club comme le Stade Rennais. Ok. On a été faire un travail de l'ombre, comme tu nous disais en off, sur toutes tes stats au fil de ta carrière. Okay. Et je pense que tu vas en découvrir beaucoup. Tu nous as dit que tu n'étais pas... C'est sûr. C'est sûr. Et donc, en gros, le jeu, ça va être que tu essayes de deviner. Selon les trucs, on verra mettre une marge, etc. Okay. Chaque petit stat, Okay. par exemple, selon toi, quelle était ton équipe préférée? C'est-à-dire l'équipe contre qui tu as le plus gagné, avec la proportion de matchs, etc. C'est des calculs faits par pourcentage. Okay. Justement, tu nous as parlé de ton premier match en Ligue 1. Est-ce que tu pourrais nous dire ta première titularisation en Ligue 2 avec la SN? Avec Nancy? Ouais. La première titularisation? Ouais, pas la première entrée, la première titularisation. Ça doit être quand? Ça doit être quand? 3 partout. Ok, et est-ce que tu peux nous donner l'année? Alors. 2002? Ouais, 2002, le 16 mars 2002, exactement. Contre Caen. Est-ce que tu sais combien de cartons jaunes tu as pris dans ta carrière? C'est compliqué. Ouais, ça, je sais pas. 0 rouge? Ouais, 0 rouge. Voilà. Et une estimation du nombre de jaunes? Alors, attends. Franchement, 10? Oh non, 4 jaunes. 4 jaunes. J'étais poli. Voilà, J'étais poli. Et donc, justement, tu nous as parlé de Caen tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as subi de buts contre Caen, sachant que c'est l'équipe qui a le plus marqué contre toi lorsque tu étais gardien? Donc, tu as dit Lyon. Lyon, tu as pris 15 buts en 11 matchs. Caen, tu as joué 13 matchs. 13, on va dire 21. 23. 23 buts en 13 matchs. J'ai dit, si j'ai beaucoup perdu, 13. Dans combien de matchs t'as dit? Ouais, 13 matchs. 13 matchs, 2 par match, ça aurait fait 26. 13, 21, c'était pas mal. Ça va, c'était pas mal. Est-ce que tu saurais nous dire aussi quel coéquipier t'as le plus fréquenté? Ça, c'est compliqué. On peut dire le nombre de matchs que tu as fait? Je pense. Ouais, aussi. Donc celui que j'ai le plus côtoyé? Celui avec qui tu as fait le plus de matchs. Cédric Angelois? Alors, non, il est dans le top 3. Adama Koulibaly? Non, il était 4e. Mais c'est l'époque-là. Ouais, c'est la même époque. Stéphane Grechting? Oui, ouais, exactement. 149 matchs avec lui. 149? Ouais. Il est parti trop vite aussi. Et donc le deuxième. Alors attends, deuxième. Donc là, Grechting, 3e Rochebar. Ouais. C'est la même époque? Si je ne me trompe pas, ouais. Benoît Pedretti? Non, il est 5e. J'ai les 5, et il manque le deuxième. C'est quoi la première lettre? C'est D, son prénom D. D-O. D-O. D. Et son famille nom de famille O. Denis Solièche? Oui. Mais non. Et c'était un match de plus que Cédric Angelois, c'était 142 matchs. Ok. Ouais, c'est la période Ligue 1 et Stéphane, de toute façon, je suis arrivé, il était déjà au club et il est parti en 2012. Ok. Il est descendu. Donc on a fait 6 ans. 5 ans et demi. Et donc justement, est-ce que tu peux nous dire quelle saison tu as eu le plus grand nombre de clean sheets? Et moi, ça m'a impressionné. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire autant de clean sheets en une seule saison. L'année le plus de clés, 2009-2010. Exactement. Et est-ce que tu aurais une estimation du nombre de clean sheets? Je sais pas, 18-19, non? 17. Ah, ouais. 17 en 35 matchs. Je crois qu'on a fini meilleure défense. Meilleure défense. Ouais. 29 buts contre. Ouais, c'est ça, en 38 matchs. Ouais, c'est ça. Et puis on avait un capitaine Benoît Pedretti, un joueur franchement, techniquement, tactiquement. Ouais. Quand on dit le cœur de l'équipe, c'est que sur le terrain, c'est comme un coach. C'est le 10. 6.
6. Et en fait, il tirait les coups de pied arrêtés, il mettait les galettes, il défendait, il replaçait les équipes, il impulsait, il grattait les ballons. C'était international. C'est un joueur qui t'a marqué. Ouais. Celui qui t'a le plus marqué? Comme coéquipier? Oui. Ouais, coéquipier, oui. Bah, d'une, c'est un ami, donc peut-être je suis pas objectif, mais en fait, ça m'a marqué parce qu'on a fait plusieurs années ensemble. On a dû faire 4 ans, 4 ans et demi ensemble, donc c'est pas rien. Latéral droit, c'est Bakary Sagna. Dans Ok. l'axe, il y avait Younes Kaboul. Ouais. C'est des mecs après qui sont partis à Arsenal, qui sont Ouais. partis à Tottenham. Il y avait au milieu de terrain, il y avait Lionel Matisse, Benoît Chirou, Benoît Pedretti. Ouais. J'arrivais de Nancy. Et Nancy, on avait peut-être moins de talent. Et quand vous arrivez là, et tous ces Il y a que mecs-là, ça. ils étaient en équipe de France de Ouais. jeunes, vous étiez déjà en équipe de France. Là, vous dites, ah ouais, individuellement. Et je dis, ah ouais, là, c'est même à l'entraînement, les premières séances de frappe et tout. C'est choquant. Tu dis, wow, ah ouais, là, il va falloir Ouais, augmenter le niveau parce que ça va être chaud. c'est une autre dimension, quoi. Tu rentres dans Ouais, une exactement. autre sphère. Mais j'ai eu la chance, on parlait des 2 Coupes d'Europe, celle avec Nancy, celle avec Auxerre. Et en fait, j'ai eu cette chance-là, c'est que j'ai vécu 2 aventures Ouais. humaines exceptionnelles. Les émotions, les valeurs humaines, moi j'ai eu cette chance-là Ouais. de vivre des aventures humaines exceptionnelles. Exceptionnelles. Et donc, une dernière stat, est-ce que tu sais au total combien tu as joué de matchs? Non. Alors là, 182, t'as dit? Ouais. Ça, c'est en Ligue 1. Ça, c'est en Ligue 1. 182, entre 300 et 350. Ouais, 319. 319 matchs. Et tu as des stats qui sont quand même vraiment bonnes parce que sur 319 matchs, tu es à 113 clean sheets. Donc, tu es à un match sur 3. Ouais, c'est Ouais. pas mal ça. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est bien. C'est propre. Ça, c'est une vraie Ça, stat. c'est propre. Ouais. Ça, tu Ça, peux je le vais garder. Je vais la garder ça. Tu- Celle-là, tu peux- faut me l'envoyer parce que je pense quand même de- Tu peux le marquer en coin de ta Et chambre, combien un tiers. vous êtes, encaissé, vous avez ça? 349. Donc c'est plus de 8 points. Mais c'est Mais pas gros, dégueulasse. ouais, un match C'est sur pas 3 en mal. clean sheet. Je pense que Ouais. tu es dans le Les top clean tier. sheets, c'est pas mal, mais Ouais. en nombre de buts, je pense que c'est pas mal. Et donc, justement, tu as parlé de toutes les aventures humaines et tous tes souvenirs. Est-ce que tu peux nous donner tes 2 meilleurs souvenirs? Donc, meilleurs souvenirs en tant que joueur et après à Rennes en tant qu'entraîneur des gardiens. Je vais mettre en un les aventures humaines. Donc, Ouais. parce qu'il y en a, c'est des potes encore, c'est des amis. Donc que ce soit à Nancy ou au Auxerre. Ça, Ouais. c'est ce que, quand on me dit, vas-y, parle un peu de ta carrière, c'est ce que je retiens. Ouais. C'est que des valeurs humaines, des valeurs collectives, qu'on fait que, quand même, avec Nancy et Auxerre, on a réussi à jouer des Coupes d'Europe. Et en tant qu'entraîneur, avec Rennes, on a gagné la Coupe de France 2019. Et là, franchement, ça m'a rappelé un peu la Coupe de la Ligue avec Nancy. Quand vous arrivez place Stanislas à Nancy et qu'il y a 30-35 000 personnes qui vous attendent, vous êtes au balcon pour présenter le trophée, là, vous dites, non, ça m'a plus marqué que le Stade de France. Ok. Là, tu arrives avec ta bande de potes, tu soulèves le trophée, 30-35 000 personnes. Tu dis, non, s'ils sont pas venus pour nous, quand même. Tu dis, ouais, nous, on n'est que Nancy. Mais la place Stade, elle était blindée. Donc il y a ça. Et après, à Rennes, tu gagnes en 2019. Ça faisait très très longtemps que le club n'avait pas gagné un trophée. Et Le PSG en plus. contre le PSG avec la séance de tir au but qu'on connaît. Donc suspense, tu perds 2-0, tu reviens à 2-2. Donc il y avait tout ça. Et puis le lendemain, pareil, vous êtes place La Liberté. Là, et vous êtes sur le podium. Là, vous voyez même pas les bâtiments qui sont en face. Vous dites, ouais, c'est pas. Ouais, on est dit, non, vous allez place de la mairie, c'est blindé. Là, vous dites, non. C'est les souvenirs là, en fait. Est-ce que tu veux nous raconter une petite anecdote que tu aurais en tête qui mettrait pas en danger la carrière d'une personne? Non, franchement, Une qui t'a marqué. parce que celle-ci, il y a plusieurs joueurs l'ont déjà raconté. On se qualifie en Ligue des Champions. Donc on joue le mercredi, je pense à Auxerre. Et il me semble que c'est vendredi le tirage. Et en gros, on est plusieurs joueurs, on regarde ça chez un joueur. Et franchement, on se dit bon, avec un petit tirage, peut-être on peut gagner des points. C'était juste ça. Et là, tirage au sort.
On voit la poule. On dit, oh, l'équipe qui va tomber dans cette poule-là. Et là, on voit à JOCR. On dit, oh mon Dieu. Donc déjà, on regarde Madrid. Bon, c'est mort. Je me souviens, Madrid, laisse tomber, c'est mort. L'Ajax, on se dit, l'Ajax, mais peut-être chez nous, mais ça va être compliqué. Et en fait, Milan, on se dit, Milan, c'est une équipe vieillissante, mais bon, on verra chez nous. Sauf que entre le tirage au sort et la fin du mercato, oh, ils ont recruté Robinho. Et là, 3 jours après, on s'est dit, et là, c'est mort. C'est mort, on est mort, on est cuit. Donc c'est des trucs, ça m'a marqué, parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont raconté, mais ça m'a marqué. Et on en rigolait, parce qu'on disait, ah, ils jouent contre nous, donc ils recrutent. On sait jamais, ils ont raison. Donc non, des anecdotes comme ça, ouais. Puis tu vois, par exemple, à Nancy, une anecdote, c'est Pape Diakhaté, défenseur sénégalais, pendant, allez, je sais pas pendant combien de temps ça a duré, mais tous les mercredis, et on était invités chez lui, et on avait un repas typique sénégalais. Okay, on était 6 ou 7. C'était tous les mercredis midi. Ouais, donc on avait entraînement, on allait manger chez lui, et on revenait l'après-midi, soit il y avait deuxième entraînement, soit il y avait régénération, la balnéo, les soins. Ça durait tout le temps. Et juste, dernière petite question. La saison à Rennes, on a connu quand même des périodes plus difficiles. Est-ce que tu changes ta manière d'aborder les matchs? Et est-ce que en tant qu'entraîneur des gardiens, tu changes finalement ta manière de venir aux entraînements en te disant c'est peut-être moi le fautif? Non, parce que c'est même quand on a eu des saisons meilleures que celle-ci, chaque entraînement est un perpétuel recommencement. C'est-à-dire là quand on fait les séances, aujourd'hui avec Hervé, avant, on a une feuille blanche, on se dit bon demain, ok, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre les gardiens en confiance, pour les faire progresser, pour qu'ils soient le plus performants possible le week-end. Et c'est vrai que quelle que soit la position au classement, quelles que soient les saisons, on se doit d'amener les gardiens de but, déjà à leur donner beaucoup de plaisir à l'entraînement, pour qu'ils soient épanouis, parce qu'un gardien épanoui est un gardien plus performant, mais on se doit de répondre aux volontés du coach et des gardiens pour que les gardiens soient plus performants. Ok. Et donc, si tu avais un conseil à donner au toi plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Accroche-toi et kiffe ta vie. Ok. Je pense que c'est une bonne fin. Simple, efficace. Ouais, je pense que c'est une bonne fin. Merci beaucoup, Olivier. Merci Ça nous a fait très plaisir de pouvoir être dans ce magnifique cadre. Partagé. Et donc, on espère une bonne fin de saison pour toi, une bonne continuation. Et puis Merci à vous aussi. vendredi, un bon résultat pour le 3 club. points. Les 3 3 points, points. rien. 3 points obligatoires. Exactement. Écoute, merci Olivier. Merci à beaucoup. vous. Merci. Merci Olivier.